Donc le maréchal s'était séparé le 13 décembre 1940 de Laval. J'en ai dit un mot la dernière fois, il est certain que c'est des raisons de politique intérieure qui le déterminaient, parce que Laval ne voulait pas s'occuper de cette révolution nationale qui ne l'intéressait en aucune façon, et en outre, il était hostile à la persécution des Juifs. J'aurais dû ajouter qu'on avait prétendu que, enfin Pétain aurait plus tard prétendu, qu'il se méfiait de Laval, qui aurait voulu le kidnapper, pour ainsi dire, à Paris, le faisant venir à l'occasion de ce retour des cendres de l'Aiglon, enfin du service Napoléon, que Hitler avait inventé de rendre à la France. Ça ne tient pas debout, étant donné qu'il désirait lui-même, le maréchal, depuis longtemps, venir s'établir, sinon à Paris, du moins à Versailles, et que c'est les Allemands qui avaient toujours refusé. Alors à qui va-t-il s'adresser? À Flandin. Flandin, ça ne dit plus rien aujourd'hui à l'opinion publique, mais il faut savoir que ce député Flandin s'était mis au premier plan de l'actualité au moment de Munich, lorsqu'il avait adressé un télégramme de félicitations à Hitler. Ça avait beaucoup plu au maréchal, il estimait que c'était un homme estimable, il le prend donc au pouvoir. Dès le 6 décembre, alors que c'est le 13 qu'il a renvoyé Laval, dès le 6 décembre, il s'était mis en contact avec Flandin. Ça n'a pas duré du tout. Flandin prend le pouvoir le 13 décembre, enfin le 14 décembre, et dès le 10 février 1941, il est écarté. Lorsqu'il s'agira de rendre compte, c'est-à-dire au moment de la libération, Flandin expliquera « Je n'ai pas pu continuer parce que je me refusais à faire la politique de rapprochement avec l'Allemagne que Laval et que Pétain avaient inaugurée. » C'est complètement faux, c'est établi maintenant d'une manière définitive, en particulier par ce livre remarquable, je le répète, de Raymond Tournoux. La vérité est la suivante, Flandin a fait tout ce qu'il a pu pour ses contacts avec les Allemands, et il n'a jamais eu le contact. Les Allemands se méfiaient de lui, le considéraient comme pas sérieux. Au point que le général Hunziger, ça vous dit rien, mais Hunziger, c'était le ministre de la guerre qui avait remplacé Weygand. Weygand qu'on avait envoyé, comme vous vous rappelez, en Afrique du Nord. Hunziger va faire une démarche auprès de Pétain pour demander le rappel de Laval, parce qu'il n'y avait pas de contact avec les Allemands. Donc il va échouer, pratiquement ça ne va pas, et très rapidement le maréchal pense à quelqu'un d'autre, qui donc l'amiral Darlan. Pourquoi l'amiral Darlan? Eh bien on sait aujourd'hui, il n'y a pas tellement longtemps qu'on le sait, que le 3 mai 1940, lorsque Pétain était venu à Paris sur la demande de Breynaud pour savoir s'il entrait ou s'il n'entrait pas au gouvernement, il avait fait un certain nombre de visites privées, clandestines, et en particulier une visite à Darlan. Et il avait dit à Darlan carrément, vous savez, il faudra changer tout à fait le personnel politique, et je vous vois très bien dans un rôle de premier consul. Notez que c'est Darlan qu'il va envoyer à sa place le 15 décembre 1940 à Paris, pour le remplacer dans l'affaire de l'Aiglon, enfin, et, je vous l'avais dit déjà, le 25 décembre 1940, le jour de Noël, Darlan, par ordre de Pétain, va se rendre à Beauvais pour rencontrer Hitler, c'est sa première rencontre avec Hitler, pour lui dire, monsieur le chancelier, il n'a rien changé dans notre politique de collaboration. Donc le voilà au pouvoir, Darlan, et il a un pouvoir considérable, puisqu'il a 4 portefeuilles. Il a le portefeuille de la marine, il a le portefeuille des affaires étrangères, il a le portefeuille de l'intérieur, et il a aussi le portefeuille de l'information. C'est un homme très habile, évidemment très ambitieux, et je vais vous indiquer tout de suite un de ces documents si intéressants que M. Tournoux a révélé, puisque c'est lui qui, la première fois, a eu communication des archives diplomatiques suisses. Et c'est précisément dans une dépêche de Stucky, qui était le ministre suisse à Vichy, que l'on voit ceci à la date du 4 février. Le 4 février, il n'est pas encore au pouvoir, où Stucky écrit « Pétain est prêt à des concessions à l'Allemagne, allant même beaucoup plus loin que celles qu'il avait consenties avec Laval. » Quelles concessions? C'est très intéressant en effet. D'abord, les Allemands insistent tout de suite pour que l'Africa Corse ayant débarqué, vous savez ce que c'est, c'était le corps expéditionnaire allemand et italien qui était en Afrique du Nord pour s'opposer aux Anglais. L'Africa Corse a déjà quelques difficultés, les Anglais résistent bien, alors les Allemands demandent que les forces françaises de Tunisie l'appuient logistiquement. Logistiquement, ça veut dire avec des fournitures, en particulier de camions et de matériel. Le général Doyen, ça vous dit rien non plus, le général Doyen qui dirigeait la commission de Wiesbaden. Vous savez, la commission de Wiesbaden, c'est une commission permanente pour régler à Wiesbaden les propositions de l'armistice, les déclarations de l'armistice. Le général Doyen dit, il n'y a pas question. L'armistice a décidé que l'Afrique du Nord était en dehors de l'armistice, par conséquent, nous n'avons rien à faire des demandes allemandes de la Tunisie. Or, Darlan voudrait dire oui. Et c'est le maréchal Pétain qui va intervenir, et à la date du 25 mars 1941, le maréchal Pétain va donner ordre aux forces françaises de Tunisie de répondre aux demandes allemandes et de fournir tous les camions qu'ils voudront. 1. 2. Voilà qu'en Irak, Rachid Ali fait une tentative de sécession. L'Irak, c'est Mossoul, c'est le pétrole, c'est très intéressant, et les Anglais sont là depuis un certain temps.
Les Allemands trouvent que c'est très intéressant de soutenir Rachid Ali, mais ils ont besoin de soutien aussi logistique pour faire passer les avions jusqu'en Irak. Et ils demandent la disposition de Alep, de l'aérodrome d'Alep. Alep, c'est en Syrie. La Syrie, à ce moment-là, est sous mandat français. Demande inadmissible après l'armistice. Eh bien, Darlan va se rendre à Berchtesgaden, c'est la seconde fois qu'il va rencontrer Hitler. Le 11 mai, il est là, et il s'accorde avec Hitler pour dire c'est d'accord, c'est entendu. L'aérodrome d'Alep est à votre disposition. Il y avait là-bas en Syrie un Français, un général français qui s'appelait Dens. Et Dens est extrêmement hostile. Lui aussi, quoi, c'est un pétainiste, mais enfin c'est quelqu'un qui se tient aux démarches de l'armistice et qui dit mais c'est pas possible. Alors voilà, personnellement, le maréchal Pétain va intervenir à la date du 15 mai, envoyant une lettre personnelle à Dens où il y a ceci: je tiens à insister personnellement auprès de vous sur la haute portée des négociations que conduit actuellement l'amiral et sur la volonté que j'ai personnellement de poursuivre sans arrière-pensée cette politique de collaboration. C'est clair. Alors je trouve un peu raide, si je puis dire, que l'amiral Offand, dans son histoire élémentaire de Vichy, ose écrire ceci: jamais le maréchal n'autorisa la moindre infiltration allemande dans l'Empire, étant donné que vous envoyez une première infiltration en Tunisie et une seconde infiltration, beaucoup plus grande encore, beaucoup plus grave, en Syrie. Vous savez que ça va mal tourner, Rachid Ali va être rapidement écrasé par les forces anglaises, et puis le problème va être pour les Allemands plus du tout un problème de Proche-Orient, mais un problème russe, puisque nous arrivons au 22 juin 1941, et le 22 juin 1941, brusquement, Hitler se jette sur la Russie. Alors comprenez-moi bien, c'est une grande joie pour le maréchal. C'est la guerre sérieuse. C'est la guerre qu'il aurait désirée en 1940. Maintenant, les Allemands vont s'en charger. Alors on va voir autour de lui, et le maréchal lui-même va intervenir, autour du maréchal les propos les plus enthousiastes. Exemple, Monseigneur Baudrillard, qui dirait l'Institut catholique de Paris. Monseigneur Baudrillard, qui écrit ceci: jusqu'ici, la forteresse soviétique demeurait inviolée, toujours en mesure d'envoyer partout ses agents d'épisodie. Voici qu'un grand appel d'air s'élève. Le monde civilisé se dresse dans un élan formidable pour défendre et sauver notre antique civilisation chrétienne. Voici l'heure d'une nouvelle croisade. Vous n'ignorez pas que le maréchal va bénir la constitution d'une force française militaire, soutien d'Hitler contre la Russie. Ça s'appellera LVF, Légion des volontaires français. Et s'adressant au colonel de Labonne, qui dirige cette LVF, le maréchal va déclarer ce qui suit: vous détenez une part de notre honneur militaire. En participant à la croisade dont l'Allemagne a pris la tête, acquérant ainsi de juste titre à la reconnaissance du monde, vous contribuerez à écarter de nous le péril bolchevique. L'amiral Darlan et moi-même, nous vous souhaitons bonne chance. Là, vous comprenez bien qu'il ne s'agit en aucune manière du moindre double jeu. Le maréchal est ravi de ce qui se passe et il va faire tout ce qu'il peut pour continuer dans la ligne de la collaboration. En particulier, on va le voir qui, pour l'anniversaire de Montoire, 24 octobre 1940, va envoyer une lettre personnelle à Hitler que je tiens également à vous lire. Elle est du 20 octobre 1941. L'anniversaire de l'entrevue de Montoire est une date dont je tiens, en dehors du protocole, à marquer le sens et la portée. Il y eut dans votre geste de l'an dernier trop de grandeur, pour que je ne sente pas le devoir de souligner en termes personnels l'importance historique de notre conversation. La victoire de vos armées sur le bolchevisme offre, encore plus qu'il y a un an, à notre collaboration, un motif de s'affirmer. Alors cette lettre de Pétain à Hitler pour Montoire, et tout de suite après, éviction de Weygand. Je vous avais déjà raconté une première fois qu'en septembre 1940, le maréchal avait écarté Weygand parce que Weygand le poussait à une protestation énergique contre l'annexion de la Slovène, il s'y était refusé. Il l'avait envoyé en Afrique du Nord pour voir ce qui s'y passait. Non, pas du tout, absolument pas. Pour y préparer une révolution, une insurrection et une reprise de la guerre, absolument pas. Mais enfin, Weygand était quelqu'un que les Allemands surveillaient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Darlan lui-même ne supportait pas l'action de Weygand. En particulier, dans cette politique de collaboration très précise, dont vous allez voir quelques preuves, Darlan avait accepté qu'une commission de contrôle allemande s'établisse à Casablanca. Vous vous rendez compte? En fait, l'infiltration, c'était assez réussi. Voilà des Allemands à Casablanca. Alors Weygand leur avait mené la vie dure. En particulier, Weygand avait fait procéder à l'arrestation de tous les Marocains qui s'étaient mis en contact avec ces Allemands. Ça avait exaspéré Darlan, et le 8 novembre 1941, Darlan envoie une longue texte, enfin il y a 12 pages que j'ai lu, 12 pages de Darlan au maréchal pour lui demander de supprimer cet insupportable Weygand. J'ajoute que les Allemands aussi considéraient Weygand comme un personnage redoutable et désiraient son remplacement.
Alors le 20 novembre 1941, Weygand est cassé au gage. Il est rappelé en France, il est assigné à résidence dans sa villa, soyez tranquille, enfin, dans une villa de la Côte d'Azur. Enfin, il ne doit plus retourner en Afrique du Nord. Et de même que l'année précédente, Pétain voulait absolument avoir une rencontre personnelle avec Hitler, cette fois il veut une rencontre personnelle avec Göring. Göring, il le connaît, il l'a rencontré en particulier en octobre 1934, lorsqu'il y a eu les funérailles solennelles à Belgrade d'Alexandre Ier de Yougoslavie qui avait été assassiné, vous vous rappelez peut-être en France, qui était le 9 octobre 1934. Göring représentait l'Allemagne et Pétain représentait la France. Et tout le monde avait observé les longs entretiens qui s'étaient déroulés entre Pétain et Göring. Comme il le dira plus tard, je voulais m'entretenir avec lui entre soldats. Et il y aura un récit assez intéressant fait par Brinon. Brinon, c'était l'ambassadeur de France à Paris. Vous vous rendez compte ce que c'était, hein? Nous avions un ambassadeur de France à Paris. Brinon avait représenté le comité France-Allemagne. C'est un homme acquis depuis très longtemps à la collaboration. Et dans cet entretien qui va avoir lieu le 1er décembre 1941 à Saint-Florentin, entre le maréchal et Göring, Brinon était là. Et il racontera plus tard ceci. Dès que le maréchal s'est trouvé en présence de Göring, Göring lui a dit « Ah, nous sommes de vieux amis. » Je me rappelle qu'aux funérailles d'Alexandre Ier, vous m'avez désigné du doigt le ministre de Grèce en me disant « Celui-là, c'est un juif. » Par conséquent, cher maréchal, nous sommes faits pour nous entendre. Oui, faits pour nous entendre, mais ce que va demander le maréchal, la même chose que ce qu'il avait demandé à Hitler. Retour massif des prisonniers, assouplissement de la ligne de démarcation, zéro. Voilà une deuxième démarche qui n'aboutit à rien et nous sommes le 1er décembre 1941. Or, vous savez déjà que le 7 décembre 1941, quelque chose d'énorme va se produire, au moins aussi important que l'entrée de la Russie dans la guerre, c'est l'entrée des États-Unis dans la guerre. C'est Pearl Harbor et immédiatement c'est la rupture, c'est les États-Unis dans le coup. Alors si l'on s'en tient aux affirmations que le maréchal Pétain attendait l'entrée des États-Unis, on pourrait s'imaginer que sa politique va être complètement retournée du fait que cette fois, semble-t-il, l'Allemagne perdra la guerre. Plus tard, on n'en sait rien. Pour l'instant, elle ne va pas perdre la guerre et le maréchal Pétain ne change absolument pas de politique. Puisque si l'entrée des Américains est du 7 décembre, le 10 décembre, le maréchal va envoyer Darlan auprès de Ciano. L'entretien a lieu à Turin, et j'ai lu le journal de Ciano à cet égard. Ciano dit « C'est extraordinaire de voir devant moi cet amiral Darlan, dont je ne me doutais pas de la haine qu'il portait à l'Angleterre. La victoire de l'Axe, il l'appelait de tous ses voeux. » Et il avait même dit ceci à Ciano « Si jamais l'Angleterre gagnait la guerre, la France reviendrait par elle au rang de 2 millions de deuxième zone, tout au plus une sorte d'Irlande. » Ça, c'était le 10 décembre. Mais le 21 décembre, il va se produire dans les rapports franco-allemands quelque chose que l'on a dissimulé le plus possible, et peut-être que je vais vous surprendre en vous l'apprenant. À savoir que Juin, vous savez Juin, le fameux maréchal Juin, qui avait remplacé Weygand en Afrique du Nord, va se rendre tranquillement, elle sourit aux lèvres, à Berlin. Juin va se rendre à Berlin pour s'entendre avec les Allemands sur les moyens qu'on peut apporter, que la France peut apporter à soutenir le fameux Afrika Korps de Rommel. Les Anglais sont en train de remporter du succès. Il avait commencé Rommel par les refouler, puis maintenant c'est lui qui a refoulé. Alors il s'agit de s'entendre sur ce que l'on peut faire en Tunisie pour porter secours aux Allemands. Et Juin accorde aux Allemands un certain nombre de bénéfices. Il faut également savoir que Stucky, dont la correspondance est vraiment intéressante, le 8 janvier, c'est bien ça, le 8 janvier 1942, c'est-à-dire moins d'un mois après l'entrée des États-Unis dans la guerre, va être en mesure d'envoyer à son gouvernement, le gouvernement de Berne, les lignes suivantes. Pétain vient de me dire, ce jour, 8 janvier, je dois admettre franchement que par son combat contre la Russie, Hitler a préservé l'Europe d'un horrible danger. Je suis prêt à travailler sincèrement pour la nouvelle Europe si seulement on me facilitait un peu la tâche. C'est-à-dire qu'il voudrait que les prisonniers rentrassent et que la ligne de démarcation fût moins rude. Mais on fait, si les Allemands voulaient bien faire ça, en tout cas, moi, je suis décidé à continuer cette collaboration énergique, dit-il. Je voudrais vous apporter un document qui n'a jamais été reproduit jusqu'à présent, et que quelqu'un de Vichy m'a fourni. Si vous voulez savoir exactement, c'était à la direction des affaires culturelles, où il y avait un petit groupe, M. Rivière et un autre, qui étaient très anticollaborationnistes et qui, dès maintenant, 41, étaient déjà hostiles. Eh bien, c'est un de ces messieurs qui m'a montré, et j'ai eu le document sous les yeux, une carte de l'Afrique, très sommairement dessinée par Darlan. Cette carte de l'Afrique était divisée en 3 zones. Il y avait l'Afrique du Nord qui était coupée en 2. À l'ouest, c'était l'Afrique française. Il se figurait, lui, Darlan, il se figurait que les Allemands accepteraient que les Français gardassent le Maroc, l'Algérie et l'AF. Toute la partie nord de l'Afrique était italienne, jusqu'à l'équateur à peu près, et toute la partie sud, à partir de l'équateur, était allemande. Plus d'anglais. Il avait la conviction Darlan, que les Anglais finiraient par perdre leur empire colonial, et qu'étant gentil avec les Allemands, il obtiendrait pour la France une part considérable de l'Afrique.
Toujours est-il que les Allemands ne vont pas se satisfaire entièrement d'Arlan et qu'ils vont désirer vivement voir revenir au pouvoir Laval, ce qui s'opérera le 18 avril 1942. Mais avant de regarder la politique de Laval, il faut voir la politique intérieure de Pétain sous Darlan, c'est-à-dire du 10 février 1941 jusqu'au 18 avril 1942. Cette politique est de plus en plus nette. Vous vous rappelez que lorsque nous regardions ce qu'il faisait tout de suite après sa prise du pouvoir, il avait commencé sa persécution des Juifs, il va la compléter. Il y avait eu un statut des Juifs qu'il avait signé le 3 octobre et qui le 17 octobre avait paru au journal officiel. C'est maintenant le 2 juin 1941 qu'un nouveau statut des Juifs est établi. Alors, le premier statut des Juifs, qui était exclusion absolue de toute personnalité juive, de l'armée, de la magistrature et de l'enseignement. Maintenant, c'est le thème du numerus clausus. Ça veut dire, vous savez, un pourcentage qu'on ne doit pas dépasser. Bien, ce pourcentage était de 2% pour les professions libérales. C'est-à-dire, en France, il n'y aura que 2% de Juifs autorisés à être médecins ou être architectes ou être avocats, et 3% de Juifs dans l'enseignement supérieur. Aucun étudiant juif ne pourra dépasser, enfin aucune inscription d'étudiants juifs ne pourra dépasser les 3% dans l'enseignement supérieur. Puis vous avez la loi du 23 juillet 1941. Celle-là, c'est l'organisation des biens juifs. C'était une copie allemande cette fois, parce que dans le Nord, les Allemands avaient déjà organisé les biens juifs, ce qui signifiait simplement qu'on dépossédait les Juifs de leur propriété, qu'on nommait un commissaire qui avait droit de propriété et qui pouvait vendre à sa guise les propriétés juives. Vous imaginez les spéculations qui avaient pu avoir lieu, assez semblables à celles qui s'étaient produites dans la France de 89-90, lorsque les biens d'église étaient devenus des biens nationaux et qu'une curée s'était produite. C'est ce qui va se produire. Nomination d'un commissaire aux affaires juives, qui s'appelle Xavier Vallat, et dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941, chose que l'on ignore aujourd'hui, couramment, 7 synagogues à Paris vont sauter à la dynamite, organisées par Delon, qui était un ancien cagoulard. Voilà pour les Juifs, maintenant les francs-maçons. Vous vous rappelez peut-être que c'était le 13 août 1940 que le maréchal Pétain avait dissous la franc-maçonnerie et avait décidé que les biens des loges étaient confisqués. Juste un an après, enfin moins 2 jours, c'est le 11 août 1941, cette fois il s'agit de la publication par la presse, obligatoire dans la presse, des noms des dignitaires maçonniques. Pendant plusieurs semaines, on va voir ces noms voués à l'exécration des honnêtes gens, il y en a 14 000 au total, et le maréchal va pousser à la constitution d'une publication soi-disant périodique qui s'appellera Documents maçonniques et qui sera rédigée par M. Bernard Faye, qui avait succédé, parce que lui était arien, à ce juif qui s'appelait Julien Quin, qui avait dirigé la Bibliothèque nationale. Alors ces documents maçonniques, je les ai lus, ils sont extraordinaires, puisqu'il s'agit de montrer à quel point les francs-maçons ont été nuisibles aux intérêts français. Et en particulier, il y a un texte extraordinaire dans un de ces numéros sur ce que les francs-maçons ont osé faire pour le Négus lorsqu'il avait été attaqué en 1935 par Mussolini. C'était monstrueux que la franc-maçonnerie vint au secours d'un petit noireau, alors que c'était une entreprise de civilisation chrétienne qu'opérait M. Mussolini là-bas. J'ai à vous apporter un document que j'ai relevé parce qu'il est vraiment très saisissant et que nous devons toujours à M. Raymond Tournoux. C'est un document de Stucky qui écrit à son gouvernement le 8 janvier 1942 ceci. Ce matin, le maréchal s'est exprimé devant moi d'une façon véritablement passionnée, dit M. Stucky. Il est décidé à poursuivre une politique de salubrité sans aucun ménagement à l'égard des Juifs et des francs-maçons. Du côté de l'enseignement, il s'est penché dessus, vous comprenez bien, puisqu'il avait déjà demandé à son premier ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelait Chevalier, d'inclure maintenant dans les devoirs qu'auraient les instituteurs, de rappeler aux enfants le respect des devoirs envers Dieu. C'est difficile de demander à des instituteurs qui, à 90%, étaient incroyants, de parler des devoirs envers Dieu, alors qu'Arcopineau, qui avait succédé à Chevalier, a décidé d'en mettre simplement le respect des valeurs chrétiennes. Mais le maréchal est très attentif à ce qui se passe dans l'enseignement, puisque, il va supprimer les écoles normales d'instituteurs. Écoles normales d'instituteurs qui étaient des séminaires de laïcisme révolutionnaire, dira M. Offand. Il va supprimer la gratuité de l'enseignement secondaire à partir de la 3e. Cette gratuité avait été établie par Jean Zay. Jean Zay, c'est un juif, c'est un radical, qui était ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire. Et enfin maintenant, tout professeur de lettres, de philosophie ou d'histoire aura obligation d'avoir un certificat de grec et de latin parce que le grec et le latin constituent, c'est encore d'Amiral Offand, des barrières mentales dressées contre l'intoxication marxiste. Nous arrivons à la charte du travail, cette charte du travail à laquelle avait collaboré Belin. Et il faut savoir que c'est tout de même à Belin qu'on a dû 2 choses, dont l'une est importante, l'autre moins. Premièrement, le 1er mai deviendra une fête légale.
Et deuxièmement, ce qui est plus sérieux, minimum vital exigé. C'est la première fois qu'il y aura un minimum vital imposé, à savoir quelque chose comme le SMIC. C'est Belin qui l'avait fait. Belin aurait beaucoup voulu que les PDG ne puissent être que 2 fois PDG, c'est-à-dire 2 entreprises entre leurs mains. Le maréchal va insister, et l'entourage de Pétain aussi, pour qu'on soit un peu plus tolérant. C'est entendu, ils ne pourront avoir que 2 directions générales, mais 8 conseils d'administration seront possibles. Alors, il faut bien savoir que grâce à Pétain et à Belin, ceux qui dirigeaient les comités d'organisation, c'est-à-dire le patronat français, va se trouver dans une position admirable. Ajoutons que la charte du travail maintient l'interdiction absolue des grèves, et les mineurs s'en apercevront quand ils tenteront misérablement une protestation et une grève. Au mois d'août 1941 va commencer le drame, la tragédie, des attentats en France et des représailles. Le premier attentat s'est déroulé dans un couloir du métro Barbès, je crois. Un garçon, qui était un communiste, a tiré dans le dos, c'est peu noble, un coup de revolver à un aspirant de marine allemand qui s'appelait Moser. Alors, représailles. Le ministre français de la Justice, qui s'appelait Barthélemy, avait estimé quant à lui qu'il fallait laisser se débrouiller les Allemands. Mais voilà que le ministre de l'Intérieur, Pucheux, a une idée singulière. Il dit non, on va proposer des otages, chez nous qui allons choisir les otages. Et on va choisir des otages, on va des gens à fusiller parmi ceux qui se sont fichés, qui étaient en prison comme communistes. Alors on va assister à cette chose prodigieuse qu'on appellera la section spéciale, où la magistrature française acceptera de se réunir pour juger des gens avec effet rétroactif, une loi à effet rétroactif, ce qu'on n'a jamais vu, une innovation incroyable dans la jurisprudence française, des gens qui sont sans rapport avec l'affaire qui les intéresse. On va prendre des communistes qui étaient en prison depuis longtemps comme communistes, et on va les exécuter, on va les condamner à mort et les exécuter à cause de quelque chose à quoi ils sont parfaitement étrangers. Arrivons au 24 octobre 1941, ce 24 octobre au matin, on apprend à Vichy que la veille, 50 otages ont été fusillés d'un seul coup par les Allemands, 27 à Chateaubriand, le reste à Nantes et à Paris. D'après Dumoulin de la Barthète, qui a écrit un assez beau livre qui s'appelle Le temps des illusions et qui est directeur du cabinet civil du maréchal, d'après Dumoulin de la Barthète, il semble que le maréchal ait été ému, puisque le matin, vers 7h30, il aurait dit à Dumoulin de la Barthète, il aurait dit « C'est intolérable, je vais me livrer moi-même comme otage, je vais à la ligne démarcation et je vais dire aux Allemands, prenez-moi. » Abetz, qui était l'ambassadeur allemand à Paris, Abetz va transmettre ça immédiatement à Ribbentrop, et Ribbentrop hausse les épaules et dit « c'est du bluff ». C'est un mot un peu dur, mais qui est vérifié dans la journée même, puisque le même Dumoulin de la Barthète nous dira « en fin de journée, je revois le maréchal, il avait totalement changé d'avis, et il me dit, après tout, mes ministres m'ont persuadé que me livrer présenterait plus d'inconvénients que d'avantages. » Alors il n'en sera pas question, et ça se terminera comment, cette histoire des 50 fusillés? Ça se terminera par une proclamation du maréchal en date du 27 octobre 1941, où le maréchal dénoncera, il a raison, ces attentats qui ne servent à rien sinon à provoquer des représailles, sans un mot, vous entendez bien, sans un mot sur les représailles. 27 octobre. Mais n'oubliez pas que le 20 octobre, le maréchal a écrit cette lettre dont je vous ai parlé il y a un instant, cette lettre personnelle et sentimentale presque à Hitler, et c'est pas le moment de mettre en doute la collaboration. Nous arrivons à une idée que le maréchal avait depuis longtemps, depuis juillet 40, derrière la tête. C'était l'idée de faire juger, de faire passer en route court ceux qu'il appelait les responsables du passage de l'état de paix à l'état de guerre. Ce qu'il voulait, c'est qu'un jugement eut lieu et qui condamna les gens qui étaient coupables d'avoir défendu la France devant l'agression visible de Hitler, agression dirigée contre la Pologne à laquelle nous étions liés par un traité officiel. Alors avait été déjà arrêté, vous le savez, dès la fin de 1940, et Mandel, et Daladier, et Blum, qui cependant n'était pas au pouvoir en 1939, mais qu'il était en 1936, mais il suffit que ce soit Blum pour qu'il soit responsable. La question, comprenez-moi bien, est la suivante. Il faut condamner des gens qui ont eu le front de lancer la France dans la guerre. Mais les gens qui vont être condamnés là sont condamnés d'avance par le maréchal, qui est une chose prodigieuse. Le maréchal, avant même que les débats aient commencé à cette cour de Riom que l'on a réunie spécialement, le maréchal a déjà prononcé la sentence. Il les a condamnés à une détention à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Il va se trouver, je dis bien il va se trouver, des juges qui vont accepter de juger des gens qui sont déjà jugés par le maréchal. Et ces gens vont se défendre très bien, en particulier Daladier, en particulier Gamelin, parce que Daladier et Blum aussi vont apporter des chiffres en disant mais nous avons été battus parce que nous avons une impréparation militaire très grave, parce que le maréchal Pétain, lorsqu'il était ministre de la guerre en 1934, n'a rien fait pour la défense nationale, parce que le gouvernement de Flandin, parce que le gouvernement Laval, qui ont suivi le gouvernement dans lequel se trouvait le maréchal, n'ont rien fait.
Il a fallu attendre octobre 1936, avec Blum au pouvoir, pour qu'à ce moment-là, 14 milliards, et ça comptait, mais c'était tard, 14 milliards soient votés pour la défense nationale française. Ça tourne très mal, ces débats, que le maréchal voit très bien que ça n'est pas favorable. Hitler a déjà froncé les sourcils, et le 14 avril 1942, alors que les débats avaient commencé le 17 février, le 14 avril, c'est le maréchal qui décide de suspendre les débats pour complément d'information. Mais je ne voudrais pas terminer ce deuxième exposé sans vous parler d'un document que je possède depuis longtemps et que je garde comme la prunelle de mes yeux, et qui s'appelle « Nouveau destin de l'intelligence française ». Vous le voyez déjà de loin, c'est une publication de luxe sur papier spécial qui a été lancée par le ministère de l'Information de Vichy en décembre 1941 et qui a été répandue à bon escient en 1942. Vous y voyez l'admirable photographie des grands responsables, en particulier de M. Maurras, bien entendu, qui était l'homme auquel le maréchal vouait un certain culte. Et dans ce beau livre qui montre que l'intelligence française se développe depuis la Révolution nationale, vous avez un article de tête de M. Maurras, et vous avez un article terminal de René Benjamin, le même René Benjamin dont je vous ai cité une phrase intéressante, disant que les dispositions de loi sur les successions sont infiniment plus graves que la défaite militaire même de la France. Eh bien, c'est un document qui mérite d'être lu de près, et un document qui va permettre de dire à l'amiral Offand que le règne de Darlan, c'est-à-dire ce règne qui s'élève, qui commence le 10 février 1941 et qui se terminera le 18 avril 1942, représente véritablement, avec tout ce que je vous ai dit contre les Juifs, contre les formations et sur l'enseignement, représente véritablement ce qu'il ose appeler la belle époque de Vichy.